le pays qui est la première puissance cacaoyère au monde ne devait pas être pauvre. Ce n'est pas possible. C'est comme le pays qui a la première puissance pétrolière au monde n'est pas pauvre. Parce que la richesse de cette puissance-là revient au pays qui en est le producteur. Et donc, vous voyez que si la Côte d'Ivoire bénéficiait des fruits de son économie cacaoyère, la Côte d'Ivoire allait être l'une des puissances comparables aux pays du Moyen-Orient. Bonjour Brut, je suis Aouado Melo, candidat à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire. Depuis combien de temps vous en rêviez? Depuis que j'ai décidé de faire de la politique autrement. Et donc, depuis les années 80, j'ai commencé à penser à travers les grands penseurs que j'ai lus dans les livres scolaires et universitaires, à savoir les grands de ce continent africain, mais aussi les grands d'ailleurs, Karl Marx, à travers Lénine, à travers Trotsky, à travers Staline, à travers Nkrumah. Et donc, toutes ces histoires-là africaines qui m'ont fait rêver d'un monde nouveau, d'une Afrique nouvelle dans un monde nouveau, eh bien, ça contribue à forger toute ma mentalité politique et à rêver un jour changer la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Justement, où est-ce que vous vous placez sur l'échiquier politique? Complètement à gauche. Je suis un démocrate d'abord. Évidemment, la démocratie, c'était pas, je vais dire, mon mode de pensée classique. Mais il y a eu, après l'écroulement du mur de Berlin, cette volonté-là de démocratiser le monde et nous sommes rentrés dans cette logique démocratique. Mais avant tout socialiste. Et j'ai commencé à militer dans un parti communiste en France. J'étais militant du Parti communiste français. Je suis fondamentalement communiste. Qu'est-ce que ça signifie être communiste ou socialiste en Côte d'Ivoire? C'est pas forcément des mots qu'on entend souvent. C'est vrai, on n'entend pas souvent, mais c'est ce qui motive moi mon action. Être communiste ou socialiste en Côte d'Ivoire, il y a deux éléments clés. C'est d'abord la décolonisation du continent africain n'est pas une décolonisation achevée. Parce qu'en 60, quand on proclamait les indépendances, il n'y avait pas assez de cadres, il n'y avait pas assez de capitaux. Donc il y a beaucoup des activités économiques, militaires et monétaires qui ont été sous-traitées à l'ancienne puissance coloniale. C'est un élément fondamental. Dans le langage socialiste, on appelle lutte contre l'impérialisme. Et donc cette lutte-là, pour nous, l'heure est venue pour que les conditions objectives que nous avons aujourd'hui puissent nous permettre de faire ce saut qualitatif. Et donc un communiste est avant tout un anticolonialiste. Être communiste dans nos pays, c'est que l'État ne se désengage pas de l'économie, mais que l'État soit un acteur du développement économique pour créer les conditions de la naissance d'une véritable bourgeoisie nationale. On a bien vu avec les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, on a senti que la France n'était plus la bienvenue. Est-ce que c'est un modèle pour vous, ce qui s'est passé dans les pays du Sahel? L'armée française existe parce que nous n'avions pas les compétences nécessaires au début des indépendances pour pouvoir prendre en charge beaucoup de secteurs d'activité, y compris l'armée. Et donc on a sous-traité à l'ancienne puissance coloniale. Je n'aurais pas fait le même choix évidemment, mais c'est ce qui a été fait. Et donc c'est une donnée de l'histoire. Donc nous sommes arrivés à une situation où nous sommes capables de prendre en main notre destin défensif. Donc les accords militaires qui ont placé l'armée française en Afrique, eh bien ces accords-là doivent tout simplement annuler pour que nous assumons pleinement notre responsabilité. Parce que l'armée française, il faut le remarquer, n'est pas venue en Côte d'Ivoire à la demande des Africains. Mais elle est venue en Côte d'Ivoire par occupation de portions de territoire décidées par la conférence de Berlin. Donc c'était d'une manière agressive. Et notre agresseur d'hier ne peut pas être notre bon gardien aujourd'hui. Je parlais de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous vous sentez proche de cette alliance? Et est-ce que vous aimeriez même l'intégrer si vous êtes élu président? Il faut, je dirais, discuter. Il faut discuter parce que sur beaucoup de points, évidemment, c'est notre ligne de conduite. Sur le plan de la souveraineté économique, eh bien, c'est notre ligne de conduite. Il n'y a rien à faire, ils sont dans une dynamique de souveraineté. Mais nous avons l'expérience sénégalaise aussi qui constitue pour nous aussi une leçon, qui a décidé par la volonté des urnes de conduire le pays vers une souveraineté.
C'est aussi une expérience qu'on observe. Et donc pour nous, toutes ces expériences-là doivent permettre à l'Afrique de l'Ouest de changer de cap vers beaucoup plus de souveraineté, mais une souveraineté partagée. Aujourd'hui, l'AES a mis en place une forme de défense commune. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest doit aller dans le sens d'une défense commune. L'AES a mis en place une banque communautaire pour engranger ses réserves en or. Nous pensons que l'Afrique de l'Ouest, avec sa banque centrale qui va émettre l'écho, puisse aller dans cette même direction pour que nos réserves d'or puissent permettre d'avoir une monnaie forte, accompagnée évidemment de nos réserves en devises. Et donc tous ces éléments-là doivent nous permettre de bâtir une Afrique de l'Ouest souveraine. Quelle est votre relation avec Vladimir Poutine ? Je travaille à Moscou et donc évidemment j'ai des relations aussi bien à la présidence que dans certains ministères clés et à la Douma et un peu partout. Vous travaillez en Russie, vous pouvez m'en dire plus? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Parce que c'est là-bas se trouve le siège de l'Alliance internationale des BRICS. Le siège de l'Alliance est dirigé par une diplomate russe et donc cette diplomate russe a sa base à Moscou et donc je fais des va-et-vient entre Moscou et le continent africain. Et donc ces va-et-vient-là m'amènent souvent à rencontrer beaucoup d'autorités russes. Alors, on parle de la Russie qui est en guerre contre l'Ukraine. C'est aussi un pays qui possède un groupe militaire qui a remplacé l'armée française au Sahel, mais qui est très critiqué pour notamment ses exactions, selon plusieurs rapports. Selon vous, est-ce que la Russie est vraiment un partenaire fréquentable? La Russie est certainement un partenaire, je dirais même très fréquentable, dans la mesure où les critiques que l'Occident propage à travers le monde, pour moi, ces critiques-là ne sont rien à côté des massacres que le monde hégémonique a fait subir au continent africain. Et mieux, je vais dire, ce n'est pas la Russie qui s'est imposée à nous. Ce n'est pas les sociétés militaires privées russes qui se sont imposées à nous. C'est nous qui allons les chercher parce que nous avons besoin de leurs services. Et donc, c'est des rapports non agressifs. On a besoin d'eux, ils viennent. Si on n'a pas besoin d'eux, on annule le contrat, ils s'en vont. Quel bilan vous faites des années Ouattara? Eh bien, d'abord, les années Ouattara, il y a eu croissance indéniable, en moyenne 7% par an. Mais c'est une croissance de l'extérieur, par l'extérieur et pour l'extérieur. Le contenu local est trop faible, ce qui fait que la pauvreté est encore importante. Cette question par rapport à votre candidature, vous avez anticipé la disqualification de votre mentor, Laurent Gbagbo. Est-ce que ça a été une décision facile à prendre? La décision n'était pas facile à prendre, ça c'est sûr, parce que je suis un compagnon de Laurent Gbagbo de très longue date. Et il est bien évident que pour moi, la situation que vit la Côte d'Ivoire était une situation à prendre en compte dans nos analyses. Parce que le tout, ce n'est pas simplement la bataille pour un individu, mais la bataille pour un idéal, une société. Donc nous sommes interchangeables dans la mesure où on aspire à la même chose pour notre pays. Et donc comme l'expérience sénégalaise a été une réussite parfaite, je voulais tout simplement que cette expérience-là soit vécue en Côte d'Ivoire. Sauf qu'au Sénégal, ils sont restés alliés, alors que là, vous avez été révoqué du parti, du PPACI. Comment vous avez pris cette nouvelle et aujourd'hui, quelles sont vos relations avec Laurent Gbagbo? J'ai été révoqué de la direction du parti et non de l'esprit des militants qui m'ont accompagné dans le parrainage. Et aujourd'hui, quelle est votre relation avec votre mentor? Pour le moment, les relations sont, je dirais, inexistantes. Mais nous avons plusieurs canaux et qui nous permettent de se comprendre à distance. Vous pensez qu'une réconciliation est possible avant le scrutin? C'est ça la vie politique, c'est le charme de la vie politique. Ennemi aujourd'hui, ami d'hier, ami demain, ennemi après-demain, ami demain. C'est ça le charme de la vie politique. C'est qu'avant tout, on arrive souvent à mettre les intérêts particuliers sous les intérêts généraux. On parlait de Laurent Gbagbo, j'ai aussi parlé de Simone, qui est votre adversaire pour le moment à cette élection. Est-ce que vous pensez qu'une union de l'opposition est possible ou chacun va rester dans son rang? Aucune porte n'est fermée. Le plus important, c'est que notre idéologie triomphe. Nous sommes interchangeables. C'est la même chose, Simone Gbagbo et Awa Domelo, c'est pareil? Oui, on a la même histoire idéologique.
Choisir Simone, c'est choisir Dom Melo. Choisir Dom Melo, c'est choisir Simone.